Merci beaucoup, Somaya. Un dernier mot sur Monsieur Nunez. Oui, parce qu'on se posait la question de pourquoi une loi séparatisme annoncée. Les lois séparatisme étaient déjà dans les tuyaux, mais pourquoi annoncer là, qui se conjugue avec le discours qui revient sur la Grande Mosquée de Paris, etc. Et selon les informations d'Europe 1, Bruno Retailleau voulait déposer une proposition de loi dans ce sens, exactement la même en fait, puisque de toute façon elle avait commencé à être travaillée lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Elle devait être déposée par des parlementaires LR début mai. Donc on peut aussi voir une autre nouvelle fois, une volonté de Laurent Nunez de couper l'herbe sous le pied du patron des Républicains qui était ministre de l'Intérieur et qui a travaillé pendant 1 an sur ce sujet du séparatisme. Mais il fait, l'objectif de M. Nunez, c'est de détricoter tout ce qu'a fait Bruno Retailleau. Là, c'est le contraire. Là, l'idée, c'est de s'approprier son travail. Piquer son travail, là. Mais j'entends bien. Mais généralement, c'est ce qu'il fait avec les préfets. Alors, oui, c'est ce qu'il s'attachait à faire sur l'Algérie. Exactement. Les préfets. Exactement. Donc, il peut effectivement, tant mieux. D'ailleurs, s'il s'approprie le travail de Bruno Retailleau, et c'est une bonne chose, mais sur tous les sujets... Oui, c'est intéressant, parce qu'on a l'impression qu'il se passe avec Laurent Nunez et Retailleau ce qui s'était passé, vous savez, avec Jean-Michel Blanquer et Pap Ndiaye. C'est-à-dire que vraiment, on a qui était un ministre de l'Éducation très ferme sur la laïcité, sur l'école, sur la hiérarchie des savoirs, etc., qui a été remplacé par Pap Ndiaye, qui était plutôt, lui... un multiculturaliste, avec une conception de la laïcité très ouverte, etc. Et on voit bien là, effectivement, l'impasse du macronisme, où en fait, il n'y a pas de ligne directrice suivie sur le long terme. On peut dire la même chose de la justice, effectivement. Mais là, je trouve que c'est assez frappant. On a vraiment la même histoire que sur l'éducation avec Blanquer, Pap Ndiaye, c'est-à-dire des lignes différentes qui se succèdent et qui manquent, je pense, d'une continuité dans l'action publique. C'est la clé quand même pour réussir sur le long terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on verra si c'est exclusivement un coup politique, puisque Laurent Nunez a parfaitement conscience de l'agenda parlementaire et sait qu'il y a de grands risques que cette loi séparatisme n'arrive pas du tout à être votée avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, ce qui, dans ce cas, la repousserait encore. Mais Eugénie a tellement raison. C'est-à-dire qu'il y a eu combien de ministres de l'Éducation nationale ? Il y en a 9 en avant. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Non, mais c'est lamentable. L'instabilité ministérielle est oui, mais au-delà de ça. Oui, c'est pas quelle éducation. C'est pas l'instabilité, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes lignes. De toute façon, on n'a pas le temps d'imprimer leurs lignes. Donc vous avez à la fin, il n'y a qu'une chose dont je suis persuadé avec Emmanuel Macron, c'est que c'est un homme de gauche, au fond. C'est bien alors. Il revient à la maison. Il revient à la maison et tout ce qu'il fait va dans ce sens-là. Voilà, on peut considérer que c'est un homme de gauche, mais autrement, il aura dit tout et son contraire. C'était le ministre de François Hollande. Oui, c'est ça. C'était son secrétaire général à l'Élysée. Il revient à la maison. Mais là, dans ce qui se passe aujourd'hui, il faut penser à 2032. Donc c'est pour ça, bien sûr. C'est pour ça que la phrase de Laurent Nunez m'intéresse. Lorsqu'il dit le président de la République est très attaché à développer l'islam en France. Là, je crois qu'il a dit une bêtise. Il a dit une bêtise, qu'il nous le dise. C'est ce que je disais hier soir, Pascal. Je pense que Laurent Nunez a été un très bon préfet de police, mais que comme ministre, comme homme politique, il est encore un peu débutant. Il manque de la maîtrise du langage qui s'impose aux hommes politiques. Il a dérapé. Le mot développé est en trop, c'est pas possible. Surtout, on ne prête pas des propos au président de la République. En plus. Bon, en plus. Rima Hassan, alors elle est de nouveau convoquée. Pourquoi n'y a-t-il pas eu perquisition de Rima Hassan, puisqu'on a retrouvé de la drogue, même si elle dément, manifestement. Ça aurait paru logique. Ouais. Mais elle dément. Elle dit que c'était pas de la drogue et que c'est quelque chose qu'elle utilise. CBD, oui. Voilà, elle l'utilise à des fins médicales. Bon, elle a été donc placée en garde à vue ce jeudi. Elle est ressortie libre en fin de soirée. Elle sera jugée le 7 juillet pour apologie du terrorisme. Et je vous propose de voir de faire le point avec Marine Sabourin. Après plusieurs heures d'audition, la garde à vue de Rima Hassan a été levée. Initialement convoquée dans le cadre d'une enquête menée par le pôle national de lutte contre la haine en ligne, elle est désormais convoquée devant le tribunal correctionnel le 7 juillet prochain pour apologie du terrorisme. La députée européenne a réagi cette nuit sur le réseau social X. Pendant toute la journée, sur la base de fuites illégales, j'ai dû subir des accusations m'imputant la possession de plusieurs drogues. Ces accusations sont totalement fausses. Seule la présence de CBD a été constatée parmi mes effets personnels, ce qui est parfaitement légal et que j'utilise à des fins médicales. Mon avocat engagera des poursuites pour diffamation contre toute personne ayant propagé ou relayé ces fausses rumeurs. Tout commence à la suite d'une publication d'un message sur son réseau social X où Rima Hassan fait référence à Kozo Okamoto.
Ancien membre de l'armée rouge japonaise, il a été reconnu coupable du massacre de 26 personnes en Israël en 1972. Une garde à vue qui intervient après le signalement du député Mathias Renaud. Je saisis la procureure de la République pour apologie du terrorisme. Il ne faut plus laisser passer. Les fouilles menées lors de sa garde à vue ont révélé quelques grammes de drogue de synthèse et de cannabis, des faits qui font l'objet d'une procédure distincte. Le délit pour apologie du terrorisme, lui, est puni par la loi d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Réaction de Jean-Luc Mélenchon. La police politique a convoqué une fois de plus Rima Hassan en garde à vue à propos d'un retweet du mois de mars. Mathilde Panot, Rima Hassan placée en garde à vue par la police malgré son immunité parlementaire. Marion Maréchal a dit Andy Kerbrat et Rima Hassan, les drogués, Louis Boyard, le dealer, des narcotrafiquants qui fêtent la victoire à Creil ou arrêtés en meeting à Saint-Denis. Une idéologie anti-police qui réclame le laxisme pour les dealers. Numéro 1 chez les détenus aux élections. LFI est un narco-parti. Vous avez David Lisnard qui a répondu, qui a réagi. Vous avez Thomas Porte qui a réagi et Madame Rima Hassan, je le précise par la voix de son avocat, a démenti. Je vous propose d'écouter son avocat. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que nous considérons que les fuites qui ont eu lieu pendant la mesure de garde à vue sont parfaitement indignes. Et nous demandons d'ores et déjà au parquet d'en tirer l'ensemble des conséquences sans que nous ayons à déposer une plainte. C'est la seule déclaration que je ferai ce soir. C'est amusant d'ailleurs de voir l'extrême gauche s'inquiéter des fuites en garde à vue, parce que quand c'est un type qui est accusé d'harcèlement sexuel et qui passe son temps en garde à vue et que tout fuite dans Mediapart dans la seconde de la garde à vue, là personne ne proteste. C'est-à-dire que la fuite du secret judiciaire, c'est que quand ça les arrange. Voilà, petite parenthèse. Il y a un hasard du calendrier, vous savez, parce que vous savez que c'est la Pâque juive. Et que dans cette fête, on dit « Daillez-nous », cela nous aurait suffi. Et c'est vrai que cette convocation tombe vraiment lors de cette Pâque-là, avec garde à vue pour apologie du terrorisme, avec quelque chose de la drogue dans son sac, avec un refus sur les prélèvements ADN et empreintes. Aujourd'hui, elle est reconvoquée, c'est vraiment « Daillez-nous », cela nous aurait suffi. Écoutez Mathias Renaud, qui est un député RN et qui a pris la parole hier sur Antenne de CNews sur ce sujet. C'est une bonne nouvelle parce que Mme Rima Hassan joue avec le feu et joue avec les limites depuis trop longtemps, notamment en matière d'antisémitisme. On sait que pour tenir des propos antisémites, compte tenu de la loi, certains se réfugient derrière l'antisionisme et pour ce faire utilisent le mot sioniste comme un mot-clé pour en réalité désigner les juifs. Parce que bien sûr on peut... il est tout à fait possible, dans le cadre de la liberté d'expression, de critiquer l'État d'Israël, le gouvernement israélien ou le sionisme en tant qu'idéologie. Le problème, c'est qu'on a des antisémites aujourd'hui qui utilisent le mot sioniste comme un mot-clé, comme un dog whistle, comme on dit, pour qualifier les juifs. Voilà, Mme Rima Hassan joue avec le feu depuis trop longtemps. Eugénie Bastier. Oui, alors moi, je le disais tout à l'heure, je ne suis pas favorable à la judiciarisation du débat public et le fait que tous les politiques se retrouvent dans les tribunaux pour leurs propos me gêne un petit peu. Mais il faut quand même constater qu'il y a deux poids, deux mesures jusqu'à présent, où vous avez effectivement des hommes et des femmes politiques de droite ou d'extrême droite qui sont régulièrement condamnés pour des propos parfois qui, selon moi, ne mériteraient pas condamnation. Je pense à Éric Zemmour, par exemple, qui a été condamné je ne sais combien de fois pour des propos qui, pour moi, ne relèvent pas du tout de l'appel à la haine et à la violence. Et que Rima Hassan multiplie les provocations sur les réseaux sociaux, qui retweet parfois des choses faisant la propagande du Hamas, etc., n'ait eu aucune convocation jusqu'à présent. Vous parliez de la liberté d'expression, vous êtes incohérente avec ce que vous dites tout à l'heure. Vous avez entendu mon raisonnement, pas ? J'ai dit je tiens à la liberté d'expression, mais je constate un deux poids, deux mesures. Oui. Voilà. C'est tout. Donc, est-ce qu'il faut, et je le regrette, moi je regrette qu'on en arrive à cette judiciarisation du débat, mais jusqu'à présent elle était qu'est-ce que vous regrettez le plus ? Que Éric Zemmour soit condamné ou que Madame Rima Hassan ne soit pas poursuivie ? Qu'aujourd'hui il y a une judiciarisation à sens unique, c'est-à-dire que ceux qui sont condamnés, ce sont que des gens de droite ou jugés d'extrême droite, et ce ne sont jamais des gens d'extrême gauche. Donc moi, je le déplore, mais on va en arriver au fait que maintenant, il faut peut-être rétablir de l'équilibre. On va ouvrir le débat de l'audiovisuel public, et je vais vous faire écouter ce que disait Yann Barthès hier. On est dans un monde tellement polarisé aujourd'hui, où la justice, évidemment, choisit ses cibles, mais les journalistes aussi. C'est-à-dire que ce que subit Charles Aloncle dans l'espace médiatique, c'est juste scandaleux. Il est présenté comme quelqu'un d'extrême droite.
ce qui est disqualifiant. Je voudrais qu'on m'explique un jour ce qu'est l'extrême droite. Il a été plutôt plus sobre que M. Saint-Toul, qui, lui, menait les débats contre nous, qui était passé à travers toutes les critiques possibles. Personne ne le critiquait. Charles Alonque, je le trouve plutôt intelligent, même très intelligent, manifestement, plutôt travailleur. Il n'a pas du tout transformé sa commission en cirque, comme M. Niel le disait. Et il s'est fait, insulter par l'espace médiatique, insulté par les petits marquis qui ne supportent pas qu'on leur pose des questions. Et avec les relais, et notamment un des relais importants qui est l'émission de Yann Barthès, qui a invité hier Nagui, qui vous avez invité, vous d'ailleurs. Oui, vous êtes une des rares de CNews à avoir été invité. Je pense oui, mais d'ailleurs, je les remercie. Ils ont été bien sûr. Écoutez la présentation de M. Barthès hier lorsqu'il parle de Charles Aloncle. Écoutez cette séquence. Alors depuis plusieurs mois, l'argent des contribuables français sert aussi à financer une commission d'enquête totalement lunaire dont les conclusions du rapporteur d'extrême droite sont déjà connues avant même d'être publiées. L'audiovisuel public est idéologique, il gaspille l'argent des Français et il favorise un animateur-producteur qui s'en met plein les poches. Vous, c'est dire à quel point votre audition était la plus attendue. C'est incroyable quand même comme présentateur. Et après, je crois que c'était M. Belmer, disait « Ah non, Quotidien, c'est pas du tout une émission politique. C'est une émission de divertissement. » Donc vous parlez d'une commission lunaire, c'est simplement une commission qui s'intéresse à l'argent public. Comment il est dépensé ? 4 milliards. 4 milliards, ça coûte 4 milliards. On va le répéter jusqu'à... Bon, donc... Je trouve que cette commission est très bien dirigée. Le rapporteur est excellent. Il est courageux, il ne s'en laisse pas compter. Mais c'est pas ça dont je vous parle. Comment vous expliquez ce que c'est ça mais parce que vous voyez bien qu'il y a un parti pris. Oui, il y a un parti pris. Donc tout est bon pour essayer de discréditer cette commission d'enquête. Mais la commission d'enquête, je le répète, elle tient tête, elle tient bon. Elle va jusqu'au bout des questions. C'est surtout qu'il ne regarde pas cette commission d'enquête parce que, indépendamment de Charles Aloncle qui est UDR, il y a Jérémy Patry-Letus qui est le président de chez Horizon, et il y a d'autres députés dans une commission d'enquête qui sont autorisés à poser des questions, qui restent de longues heures pour poser une ou deux questions. Et les Insoumis, le MoDem, la gauche, la droite, tout le monde a des questions sur l'audiovisuel public et des motifs d'insatisfaction face à l'audiovisuel public. Elle défend Charles Aloncle elle avait plutôt... non. Non, vous ne l'entendez pas. Et pourquoi elle ne le défend pas ? Parce qu'elle veut son petit siège à Quotidien. Mais moi, c'est toujours pareil, ils sont tous pareils. Elle veut y aller à Quotidien. On écarte les personnes qui veulent leur petit siège à Quotidien, il y a énormément de gens de la classe politique de gauche comme de droite qui attendent des réponses sur les gabegies de l'audiovisuel public. Donc Yann Barthès se trompe. C'est pas un procès intenté par UDR qui serait un parti d'extrême droite. C'est toute la classe politique qui a des questions sur la gestion de l'audiovisuel. Et il mentionne l'argent des Français pour cette commission d'enquête. L'argent des Français, il est aussi et beaucoup versé pour Radio France, France Télévisions, etc. Donc les Français ont le droit de savoir. C'est le nouvel élément de langage qu'ils ont trouvé, de dire que la commission coûte de l'argent. C'est ridicule. Mais il ne se trompe pas, Yann Barthès. Il sait ce qu'il fait. C'est un militant. Comme l'émission quotidienne est une émission militante. Mais au moins, elle n'est pas payée par nos impôts. Mais ça ne me gêne pas. Donc, vous avez parfaitement raison. Mais je souligne, mais moi, il ne me gêne pas du tout, Quotidien. Que l'extrême gauche, franchement, il ne me gêne pas du tout. Ce qu'elle veut, si elle n'est pas payée. Il ne me gêne pas du tout. Notre job, c'est de souligner ça. C'est un agent d'influence qui invite ses amis, qui défend, qui disqualifie M. Aloncle, et nous, on est là simplement pour souligner ça. Non, mais je pense que André Valini. La France est un beau pays de liberté d'expression, de liberté de l'information et de pluralisme de l'information. Sur ces plateaux, et notamment le vôtre, Pascal, on dit beaucoup de bien de la commission d'enquête, et pourquoi pas, et du rapporteur Charles Aloncle, qui est élu droite républicaine, non, pas droite républicaine, UDR, de Ciotti, donc plutôt à la droite de la droite. Mais vous le défendez, vous défendez son travail, pourquoi pas. Et puis de l'autre côté, mais vous en pensez quoi, vous, pour équilibrer, je peux finir, pour équilibrer ce que vous dites, eh ben, il y a Yann Barthès et Quotidien qui en disent beaucoup de mal, Donc ça équilibre un peu, chacun voit la midi à sa porte. Enfin, mais ils disent il faut juste souligner que cette commission d'enquête, c'est pas une volonté isolée du parti d'Éric Ciotti qui a envie de se mettre en lumière. Non. C'est l'Assemblée nationale qui est intéressée. Tout parti travaille pour la transparence. Bon, alors écoutez ce qui s'est passé hier, parce qu'effectivement, alors je ne veux pas ressortir mes colonels grecs, parce que vous en avez ras-le-bol que je vous parle de mes colonels grecs, mais c'est quand même un peu de ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pas habitués à ce qu'on leur pose des questions. D'abord, M. Niel, il était agacé, manifestement énervé. Perdu un peu ses nerfs.
Oui, il a perdu ses nerfs. Il a perdu ses nerfs, il a voulu partir. Alors voici un florilège de Monsieur Niel hier dans la commission. Je vais donc vous demander de nous indiquer pour quelles raisons vous n'avez pas déféré à ma convocation conformément aux règles prévues par l'ordonnance de 1958. Et je vous cède la parole. Sauf erreur, je suis là, donc je défère devant votre convocation, Monsieur le Président. Bonjour. C'était pas ma question, Monsieur Niel. C'est ma réponse. Non, ça ne sera pas votre réponse. Je crois que vous devez Attendez, vous n'êtes pas un procureur, d'accord? Vous me posez des questions et je réponds à vos questions. Donc, vous m'avez posé une question, j'ai répondu à vos questions. Alors, Monsieur Niel, je crois que le respect de la représentation nationale est important. Et le respect des invités que vous avez ici aussi. Ce sont des dizaines de millions d'euros, Monsieur le rapporteur, que vous avez pris dans la poche des Français pour servir votre notoriété personnelle. Je pense que les Français, ils ne sont pas dupes. Votre commission d'enquête, elle n'a pas pour but de faire la lumière sur les dépenses de l'audiovisuel public, malheureusement. Elle a pour but de vous donner une tribune pour parler à votre électorat. Elle a pour but de vous faire émerger comme une figure politique de ce pays. Je laisse les juristes et les Français, parce que je ne suis pas juriste, juger si l'utilisation des fonds publics à des fins d'intérêt personnel a un nom dans notre droit. Exiger la transparence sur l'usage de l'argent des Français est nécessaire et je pense que vous avez entièrement raison de le faire. Mais je pense qu'il était possible de le faire, hein, Monsieur le rapporteur Charles-Henri Aloncle, sans transformer votre commission en cirque. Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas un clown. Vous avez propagé beaucoup d'approximations, de fake news, de mensonges ici et sur vos réseaux sociaux sans contradictoire, sans aucune forme de contradictoire. Je ne vais pas revenir sur tous, seulement sur ceux que vous avez pu prononcer concernant Media One et me concernant. Votre temps à vous, il coûte cher aux Français. Il nous coûte cher à nous tous. Et Monsieur le rapporteur, coûte très cher. Vous coûtez 11 000 euros par mois aux Français. Vos collaborateurs coûtent 17 000 euros par mois français. La dotation de fonctionnement parlementaire coûte 7 000 euros par mois. Vous arrivez à 35 000 euros. Puissent les salaires, il y a 30 membres dans cette commission. Monsieur Niel, je pense que là, on sort un peu du périmètre de la commission. Non, on ne sort pas du périmètre, vous allez voir. Laissez-moi atterrir, s'il vous plaît. Non, mais laissez-moi atterrir. Monsieur Niel, vous me laissez 10 minutes, j'en suis à 4 minutes 30 et j'arrive pas à parler. Puisqu'on parle d'argent, parlons d'argent. Au total, ce sont des dizaines de millions d'euros. Je trouve que ça fait cher l'émission de télé. Je sais pas. Les gens de l'audiovisuel public qui viennent ici ne travaillent pas sur l'audiovisuel. Quand nous, on est ici, on ne travaille pas dans nos sociétés. On fait autre chose et on essaye de se... c'est une commission qui parle d'argent public. Ça fait cher l'émission et je pense que Media One aurait pu la produire pour beaucoup moins cher. Et vous auriez mieux fait de filer ça à Media One en termes de production. Bon, merci Monsieur Niel. Là, je crois qu'on a dépassé. Non, je suis à 6 minutes. Mais là, c'est un manque de. Là, merci. Mais là, c'est un manque de respect. Je vous laisse 10 minutes. Je vais laisser la parole à Monsieur. Si vous voulez pas m'entendre. Mais je vous entends. Non, vous voulez pas m'entendre. Vous laissez pas me laisser. Non, mais 10 minutes de propos instructifs. Monsieur Niel. Vous me laissez parler. Monsieur Niel. Si vous voulez bien, si vous avez la gentillesse de bien vouloir, je vais vous laisser terminer. André Vallini. Moi, j'ai présidé une commission d'enquête, on ne m'aurait pas parlé comme ça. Hein. Georges en faisait partie, la commission il y avait une autre tenue quand même. Monsieur Niel est insupportable. Là. Alors, non, mais là, si vous voulez, ce sont des attaques ad hominem en plus sur la fonction de parlementaire elle-même. Ouais. C'est-à-dire, vous gagnez tant par mois, vous avez tant de collaborateurs, on aurait pu produire cette émission. Donc, ce sont des injures en réalité qui sont intolérables. C'est un manque de respect vis-à-vis de la démocratie. Et on le voit d'ailleurs dans sa présentation lui-même en chemise, en train de boire de l'eau pendant qu'il part, on voit bien qu'il se fout royalement de la représentation nationale. Venant d'un grand patron que par ailleurs j'admire en tant que patron, ça me choque et ça me déçoit beaucoup. Oui, puis on voit que le populisme n'est pas réservé au peuple. L'élite peut se montrer extrêmement populiste. Parce que là, c'est du populisme, hein, de dire vous êtes trop payé, vous nous coûtez de l'argent. Alors qu'on parle de la représentation nationale, on parle des députés. Personne, je pense même autour de cette table, ne dit les députés d'extrême gauche sont payés par nos impôts, ils devraient arrêter d'être payés. On considère tous que l'Assemblée nationale, les députés, il est normal qu'ils reçoivent un salaire et que pour le coup, ce n'est pas du gaspillage d'argent public, c'est quelque chose de normal et nécessaire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller en politique, qui sont très brillants parce qu'on n'y gagne pas assez d'argent et qui préfèrent faire des affaires comme Monsieur Niel. Et je trouve que c'est une manière d'abîmer justement la politique aujourd'hui parce que la politique, c'est exigeant, c'est difficile. On ne gagne pas beaucoup d'argent et de dire comme ça, vous vous gavez avec l'argent des Français, c'est populiste. Bon, je vais vous dire, c'est un naufrage, Monsieur Niel. Mais je m'amusais à regarder la presse ce matin, il n'y a pas un mot. Et vous savez combien notre groupe est souvent attaqué. Vincent Bolloré est venu dans cette commission l'autre jour. D'abord, lui, il n'a pas besoin de lire, il n'a pas besoin de papier pour dire ce qu'il a à dire.
alors que M. Niel, manifestement, lisait un papier, je ne sais même pas si c'est lui qui l'avait écrit, mais il avait besoin de notes. Vincent Bolloré a répondu avec courtoisie, avec classe, avec intelligence. Alors, bien sûr, c'est l'actionnaire de référence de notre groupe. J'entends bien que ma parole peut être interprétée à l'aune de cela. Je l'entends. Mais je vais vous dire quelque chose. Et c'était le sentiment de tous ceux qui travaillent dans ce groupe. Nous étions fiers d'avoir un actionnaire de référence comme celui qui était devant la commission et qui parlait d'une certaine manière, non pas en notre nom, mais en tout cas, nous étions fiers qu'il soit cet actionnaire de référence de notre groupe. Et quand je vois M. Niel, je m'interroge sur ceux qui aujourd'hui sont ou ses salariés ou ses employés, et je ne suis pas sûr qu'ils éprouvent le même sentiment de fierté que nous avions, nous, en écoutant Vincent Bolloré. Maxime Saada aussi est passé devant cette commission. Et de la même manière, il s'est conduit comme on doit se conduire. Et je pourrais parler de Gérald Brice-Viret, et puis je pourrais parler de Serge Nedjar, parce que nous sommes tous allés devant cette commission. Aucun de nous, déjà, comme le dit très justement Georges, tu respectes physiquement la représentation nationale. Tu fais pas le malin, en clair. Autant sur un plateau de télévision, franchement, je suis le premier, de temps en temps, à pouvoir avoir quelques... mais bien sûr, et c'est bien normal. Quand je parle à... Mais écoutez, quand je parle à André Valigny, il y a une part de jeu ou de théâtre qui peut exister, ou de bon, mais pas devant la représentation nationale. Non, mais quand j'y suis allé, croyez-moi, la veille, j'étais concentré, j'ai pas pris ça à la légère. J'ai pas dormi comme je dors d'habitude. Le contraste avec Bolloré, et j'ai voulu effectivement, j'ai tout simplement voulu que tous ceux qui travaillent avec moi n'aient pas honte de la prestation que j'allais faire. Il y avait un engagement, une responsabilité. Mais ces gens-là, effectivement, ce que j'ai vu hier, n'entrent pas dans ce cadre-là. C'est vrai que j'ai écouté 1h30 d'audition de Vincent Bolloré, et vraiment, c'est vrai qu'il a gardé son calme, il avait une sorte de paix intérieure. Mais imaginez juste que Vincent Bolloré ait dit à une commission d'enquête, c'est un cirque. Vous imaginez imaginez ce qui serait passé. Mais c'est pour ça. Ce serait la une de tous les médias. Mais vous avez parfaitement raison. Ou alors ça peut être produit par Canal+. Mais vous avez raison. Mais je vous assure, ce monde médiatique, c'est pour ça d'ailleurs que les gens ils nous aiment bien et qu'ils nous regardent. Les gens qui nous écoutent, ils s'amusent de tout ça. Ils s'amusent. Ça les rend en même temps tristes, mais ils savent tout ça. Xavier Niel disait on verra ce que les Français en penseront, mais les Français, c'est une commission d'enquête qui est très regardée. C'est bien sûr, de voir le chacun se fera son opinion là-dessus. Mais bien sûr, chacun se fera son opinion, vous avez raison. Mais il y a une forme d'arrogance, le mépris de l'argent, l'arrogance de l'argent. J'ai de l'argent, donc bon. Et je veux pas être le mépris aussi d'une forme de nouveau riche aussi. Mais bon, ça c'est encore autre chose. On va pas rentrer là-dedans. Le carillon. Le carillon.